Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de la saison 2023-2024 du Paris Saint-Germain. Alors oui, j'ai conscience que la finale de Coupe de France n'a pas encore eu lieu au moment où je tourne cette vidéo, mais je dois vous avouer que qu'on la gagne ou qu'on la perde, ça changera pas grand-chose au bilan que je pourrais faire de cette saison. Et déjà, avant de commencer à parler de la saison du Paris Saint-Germain, je voulais quand même féliciter l'OL et Pierre Sage, parce que depuis qu'il est arrivé à l'OL, le mec, il est quand même... Si on prenait que les journées où il a été là, c'est-à-dire les 20-21 dernières journées, il a mis 44 points. Il a la moyenne de points la plus élevée du championnat de France de cette saison. C'est-à-dire que si la saison avait commencé au moment où Pierre Sage est arrivé à l'OL, eh ben il serait premier, il serait champion de France actuellement. C'est assez incroyable. Les gens diraient que c'est parce que la Ligue 1, elle est faible. Ligue 1 faible, t'as quand même si le Paris Saint-Germain fausse un peu la donne, ils arrivent en demi-finale de C1. T'as Marseille, qui finit 8ème, je crois, du championnat de France, et qui est également en demi-finale de C3. Faible, je dirais pas ça. Honnêtement, je pense juste que Pierre Sage, il a fait quelque chose d'incroyable à l'OL, et aussi que l'OL a dépensé 80 millions, je crois, un truc comme ça, pendant le mercato d'hiver. Ça a beaucoup joué aussi, hein, soyons honnêtes, je misais pas un copec là-dessus, mais ça a bien marché pour eux, et tant mieux. Ils méritent d'être là où ils sont. Tant mieux aussi pour Pierre Sage, qui est prolongé dans son parcours à l'OL. Il faut ça, il faut de la stabilité pour le club, voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Alors, honnêtement, si on m'avait dit, en juillet 2023, quand la saison commence, Paris va finir premier à 3-4 journées de la fin, tranquillou, avec une saison où ils ont eu que 2 défaites, je crois, dans la saison, ce qui est quand même très peu, et qu'en plus de ça, il serait en finale de Coupe de France, bon, ce qui est un peu normal, on va dire, hein, sans vouloir jouer les condescendants, on s'attend quand même chaque année à gagner la Ligue 1 et la Coupe de France, même si la Coupe de France, c'est un peu le hasard. J'aurais dit oui, c'est normal, et si en plus de ça, on m'avait dit qu'ils atteindraient la demi-finale de la C1, j'aurais dit waouh, mais banco, on signe tout de suite là, parce que sincèrement, quand tu vois le club d'où il part, qu'il a quasiment jamais réussi à dépasser les quarts de finale depuis 3-4 ans, depuis l'arrivée de Messi au club, je vais pas dire que c'est sa faute, soyons clairs, hein, mais c'est juste pour faire la parallèle, j'aurais dit ouais, on signe, y a pas de problème, mais ça n'empêche que malgré tout, quand on voit, ça c'est sur le fond, mais sur la forme, sur ce qui s'est passé, il y a des choses qui vont pas trop. Il y a des choses qui vont pas trop. Alors, je vais essayer de parler des performances individuelles des joueurs, parce que là, on est là plus pour parler des joueurs que de la gestion financière. C'est pas vraiment le domaine de compétences que je connais, même si on peut en parler un petit peu, mais on en parlera par le spectre des joueurs dont je vais parler. Alors, à commencer par, évidemment, Donnarumma, qui a subi quand même beaucoup de critiques, notamment à son jeu au pied, mais j'ai envie de dire, c'est pas un scoop, hein. La dernière fois, on a perdu contre le Real Madrid avec une énorme faute honteuse de Benzema qui n'est pas sifflée. Encore une fois, je rappelle que quand tu touches un joueur et que tu touches pas le ballon, c'est faute. Et c'est encore plus faute quand c'est le gardien, mais visiblement, les Madrilènes ne veulent pas entendre parler de la vérité des lois du football. Mais en tout cas, Donnarumma, son jeu au pied est déjà catastrophique depuis toujours. C'est pas vraiment un problème. Enfin, c'est pas vraiment une nouveauté. Et là, il était pas terrible, mais sincèrement, il nous a sauvé les miches à plusieurs reprises. Ce serait quand même malvenu de dire que si on a été des fois en difficulté, c'est à cause de Donnarumma. Oui, il a fait des erreurs, hein. Si c'était le seul, putain, ça serait magique. Mais Donnarumma, il n'y a pas grand-chose à en dire. J'attends de voir aussi ce que vaut Arnaud Tenas, parce que visiblement, c'est lui qui est un peu... Alors, je vais pas dire successeur, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'on cherche à recruter un autre gardien, mais Tenas, il m'a l'air bon, c'est cool. Bon, Navas, malheureusement, je suis désolé, il part cette année, il part par la petite porte, il a même pas eu de véritable cérémonie, alors que ce mec, pour moi, c'est le véritable joueur qui a permis, en partie, de faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Si on arrive en finale de C1, l'année où il y a le Covid et tout ça, bon, les gens vont dire que c'est parce que c'était avec 100 matchs retour, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein. Le match retour, ça joue, oui, mais tu peux pas dire que le Final 8, c'était un peu la merde parce qu'il y avait pas de match retour, hein. Faut arrêter de déconner. C'est en grande partie grâce à Navas. Navas qui a été un champion et qui mériterait, vraiment, pour moi, c'est le joueur qui a permis de franchir un cap au Paris Saint-Germain. Plus qu'un Mbappé, plus qu'un Neymar, plus que tout ça, voilà. Il y a eu des joueurs comme ça. Ces 20 dernières années, il y a eu, pour moi, évidemment, Ibrahimovic, qui a permis de mettre la lumière sur le Paris Saint-Germain et qui l'a permis à d'autres grands joueurs de venir derrière en disant, il y a Ibra, peut-être que moi je peux venir aussi. Et derrière, il y a Navas, pour moi. C'est les deux grands joueurs, même s'il y en a eu d'autres, hein, mais c'est les deux principaux, pour moi, à chaque fois, des étapes. Navas qui est plus discret, mais qui a quand même apporté énormément au Paris Saint-Germain, à mes yeux. Alors, on va parler de la défense. Alors, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous le savez, la défense. Je suis défenseur de formation, mais j'ai toujours été qu'amateur, hein, on est d'accord. Mais à chaque fois, en fait, je me rappelle des consignes de mes coachs, je me rappelle des matchs qu'on a regardés en vidéo pour savoir quelle façon il fallait défendre, etc. La défense parisienne cette année est catastrophique. Le seul joueur
sans compter Nuno Mendes qui a été un peu absent, donc je le prends pas dans cette liste-là, mais le seul joueur qui a véritablement été à niveau, c'est Hernandez. C'est le seul joueur qui a été apte. Parce que, sincèrement, bon, Kimpembe, c'était un fantôme, le pauvre, il est blessé, j'ai l'impression qu'il passe sa vie à l'infirmerie. Marquinhos, bah, il a été bon quand il était là de temps en temps, mais il n'a pas été assez régulier pour que véritablement je dise « Waouh, incroyable Marquinhos », mais Marquinhos, c'est un peu le haut du panier malgré tout. Danilo, je continue à dire que Danilo n'a pas sa place en défense. Il ne sait pas ce que c'est que défendre. Je continue. Le mec, il sait pas... quand il y a un joueur qui face à lui, il va pas sur lui, il recule. C'est une honte. C'est une honte de jouer comme ça, sincèrement. Bon, c'est un peu pareil. Beraldo, je sais pas ce qu'il vient foutre là. Honnêtement, je comprends pas qu'on l'ait recruté. Je continue d'entendre des gens l'encenser et dire « Waouh, il est incroyable ». Pour moi, Beraldo, c'est un flop. Clairement, c'est un flop. Et Hakimi qui est plutôt bon, je trouve, globalement, mais qui est clairement pas un défenseur. Heureusement que Zaïre Emery prend sa place de temps en temps en défense, parce que Hakimi, il passe plus sa vie en ailier droit qu'en défense, et ça se voit. Regardez un petit peu les matchs où il y a Hakimi sur le terrain, la plupart des buts qu'on prend, bah, ils viennent de l'aile droite, parce que Hakimi est complètement dépassé, ce n'est pas un défenseur, je continue de le dire, c'est pas un latéral non plus. Pour moi, il est au mieux, si tu mets le plus bas possible, c'est milieu droit, mais j'ai jamais compris. Autant Nuno Mendes, vraiment, il a ce rôle de défenseur à gauche, et il monte aussi pour aider à porter une offensive, mais clairement Hakimi, c'est le seul joueur qui arrive à être hors jeu, tu vois, c'est le seul. Vraiment là-dessus, ça me dérange un peu. Cette défense parisienne, elle me fait beaucoup de peine. Bon, on parlera pas de Kurzawa, c'est terminé, enfin, envie de dire, hein, le fantôme du Paris Saint-Germain part, et puis Skriniar qui reste un méga flop pour moi. Un méga flop, ce mec, il est venu... auréolé du fait que c'était une star avant et que waouh, on a recruté un défenseur légendaire. Je le cherche toujours, le défenseur légendaire. Là vraiment, le chantier de la défense pour moi est très important. Il y a quasiment tout à changer. Il y a quasiment tout à changer. On garde peut-être Hakimi, ok. Hakimi, Marquinhos, peut-être éventuellement aussi, comment dire, Hernandez, mais faut vraiment recruter là. Faut vraiment recruter parce que tu vas pas tenir toute une saison avec Marquinhos et Hernandez, Nuno Mendes et Hakimi. Il faut beaucoup plus de joueurs dans la balance, même si le problème principal pour moi, ça reste le milieu de terrain. Alors, il y a Ugarte qui m'a fait de la peine parce que en début de saison, il était incroyable. J'avais vraiment, quand ils l'ont recruté, j'ai vu le fric qu'ils ont mis, j'ai fait putain, mais pourquoi on a recruté ce joueur aussi cher? Et finalement, en fait, les premiers mois qu'il a fait m'ont fait dire waouh, mais en fait, on a fait une putain d'affaire. On est passé du on s'est fait arnaquer à on a fait une affaire pour moi. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, il s'est complètement disloqué. Il a complètement disparu. Pour moi, et tu le vois bien, quand même, le coach, il préfère mettre un Solaire ou un Ruiz que Ugarte. C'est un affront total quand même, c'est un affront. Tu sens que ce joueur-là, bah, j'espère qu'il va réussir à se relancer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un tournant et qu'il l'a mal pris. C'est pas très grave en soi, même si, bon, il y a Fabian Ruiz qui prend la place et qui est pas terrible. Sincèrement, pour moi, c'est le maillon faible de cette équipe. Ce que je veux dire, c'est que quand on a les 11 joueurs sur le terrain, les titulaires de l'équipe, en gros l'équipe type, il y a Fabian Ruiz qui est dedans, et sincèrement c'est le plus mauvais joueur, ça se voit, il a les pieds carrés, il fait quasiment rien de bon. Alors oui, il a de la volonté peut-être, mais il a pas le talent, clairement, et c'est véritablement problématique dans une équipe comme le Paris Saint-Germain qui vise quand même à avancer en C1 et tout ça. Avoir un joueur de ce calibre-là en titulaire indiscutable, on peut presque le dire, en milieu de terrain, c'est un problème. C'est un problème et ça prouve la faiblesse du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Heureusement, il y a Vitinha qui est pour moi le meilleur joueur de cette saison au Paris Saint-Germain. Alors les gens vont dire, il y a Mbappé, ouais. Il y a Mbappé, on est d'accord, mais Mbappé, il fait ce qu'il faut, on est d'accord, mais on l'attend à ce niveau-là, donc c'est pas surprenant. Vitinha, je l'attendais pas à ce niveau-là, il a fait des dingueries, il a été très bon globalement, il a tenu l'équipe, plus encore qu'un Mbappé, je trouve. Mbappé, il sauve les meubles en marquant un but de temps en temps, il n'y a pas de souci, enfin de temps en temps, souvent quand même, mais Vitinha, vraiment, pour moi, j'ai toujours dit, le milieu de terrain, c'est une des zones les plus importantes du secteur, du football. Vraiment, avant même de parler de marquer et tout ça, il faut avoir le contrôle du jeu, c'est un peu d'ailleurs Luis Enrique qui veut ça, et le contrôle de jeu, tu l'as avant tout, avec le milieu de terrain, et le seul joueur qui a plus ou moins jamais été défaillant cette saison, c'est Vitinha, c'est le seul. Après, il y a eu Lee, alors, Lee, j'avoue qu'il y a un truc qui me dérange avec Lee, c'est qu'on n'a pas arrêté de me dire, quand il y a eu, en début de saison, il y a eu la Coupe d'Asie, et Lee est parti en Coupe d'Asie, et on m'a dit « Wow, Lee brille comme un fou avec la Corée, c'est incroyable, quand il va revenir à Paris, ça va être masterclass et tout ».
Je cherche encore le lit dont vous m'avez parlé, hein. Parce qu'il est pas mauvais en soi, c'est pas ridicule, mais compte tenu des attentes que vous avez suscitées en moi en me parlant de lui, je m'attendais vraiment à un crack, tu vois, et finalement, bah, il est juste à peine moyen, en fait. Il est à peine moyen. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a du mal à s'adapter ou autre, je sais pas, mais la finalité, c'est que c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas encore le niveau du Paris Saint-Germain. Bon, on parlera pas de Solaire, hein. Solaire, le mec, il met un but à la dernière journée face à Metz et il explique qu'il l'a pas fait exprès. Voilà, ça prouve vraiment. Le mec, je sais pas, franchement, il a clairement, on sait pas des joueurs sur lesquels il faut compter. Hein. Zahir Emery qui est un peu la révélation du Paris Saint-Germain cette année, même si on le connaissait avant, mais là il avait 17 ans et il était pour la première fois véritablement titulaire dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a été incroyable. Ça s'est concrétisé avec une place en équipe de France assez tôt en plus, hein, avant même l'Euro, et je trouve que vraiment c'est un des joueurs sur qui il faut compter à l'avenir, en espérant qu'il prenne pas un mauvais virage, mais il n'y a pas de raison à ça, et je trouve que son positionnement de la part de Enrique, et aussi le fait il combine très bien, je trouve, avec Hakimi. Vous savez, Hakimi monte, Zahir Emery descend pour prendre sa place et tout ça, c'est super. Vraiment, je trouve que cette combinaison à droite de Hakimi et Zahir Emery, elle passe crème, c'est vraiment génial. Ce joueur, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Clairement, il faut le garder. Bon, Ethan Mbappé, on l'a quasiment jamais vu, et s'il s'appelait pas Mbappé, il serait pas au club actuellement, soyons clairs, hein, soyons honnêtes. Hein. Et pour ce qui est de l'attaque, ça c'est un putain de chantier. Alors bon, Mbappé, oui, excellent, hein, cette année globalement, hein, on va pas dire le contraire, il a enquillé les buts, il a fait des passes D, il n'y a pas de souci, s'il n'était pas là, on serait sans doute pas à ce niveau-là, soyons clairs, il faut le reconnaître, mais il a clairement pas apporté ce que j'espérais. On l'a mis... Alors, la dernière saison, c'est compliqué parce qu'il était censé être le capitaine qui allait porter le projet du Paris Saint-Germain. Comme là, à la fin de au début de la saison, on savait déjà plus ou moins qu'il allait déjà se barrer l'année suivante, en fin d'année. C'est sûr qu'on pouvait pas lui confier les rênes du club, et encore, on aurait pu, de toute façon, il y avait personne d'autre à qui le faire. Mais clairement, il a pas rempli son rôle. Il n'a pas rempli son rôle de capitaine, de meneur. Il était en attaque, il défendait très rarement, il a passé beaucoup de temps à s'agacer, il faisait des critiques au club sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ça ? Ça me tue, quoi. Ça me tue. Imaginez demain, vous êtes engagé dans une... Vous êtes une personne publique, vous êtes un personnage public, vous êtes financé par un groupe, vous n'allez pas lui casser du sucre, même indirectement, sur les réseaux sociaux ou dans les interviews. À un moment donné, il faut avoir une certaine logique. C'est un mec très intelligent, et des fois j'ai l'impression que son statut, son arrogance fait qu'il en avait un peu rien à foutre, même s'il disait le contraire. Et c'est vrai que dans les matchs vraiment coup près, hein, il n'a pas été là. Hein. On va pas reparler de Dortmund. Barça, c'est pareil, il n'a pas été trop là, hein, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le syndrome Mbappé. C'est-à-dire que, ouais, dans les matchs du Paris Saint-Germain qui étaient clés, qui étaient importants, il a jamais véritablement pesé. Alors je vous vois venir, vous allez me sortir, ouais, mais ce match-là, il a pesé, ce match-là, il a pesé. On parle de globalement. Quand on est avec des joueurs comme Mbappé, Ronaldo, Messi, ce sont des joueurs qu'on attend à chaque match. Oui, ils ont le droit de se louper sur un match, il n'y a pas de souci, c'est des humains, ils ont le droit, ok, mais tu peux pas te louper sur 3 ou 4 matchs d'affilée. Ça, c'est pas normal quand t'es un joueur de ce calibre-là, avec le salaire qu'il a, la pression qu'il a derrière, les ambitions qu'on a sur le joueur et le statut qu'il a. Tu ne peux pas dire « Ok, ça passe, t'as le droit de te louper 6 matchs de suite ». Ça ne marche pas à ce niveau-là. Contrairement à un Ramos, où on peut éventuellement accepter ça, même si on l'a payé rubis sur l'ongle, rubis sur l'ongle, c'est ça l'expression ? Je sais pas trop quoi penser de lui, parce qu'en fait, il est un peu en courant alternatif. Des fois, je le vois briller, des fois, je le vois flopper, ou juste fantomatique sur le terrain. J'espère que l'an prochain, on lui donnera un peu plus de chance, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que on peut pas, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on a besoin de recruter en attaque si Mbappé part, parce qu'on a quand même des bons joueurs derrière. Et j'ai envie de dire, en fait, le problème c'est qu'on pourrait avoir Ramos en pointe tout seul si on avait des ailiers qui étaient compétents. Et le problème qu'il y a, c'est que nos ailiers, que ce soit Dembélé, Kolo Muani, Barcola ou autres, c'est clairement pas des foudres de guerre pour mettre des buts, et qu'on a besoin d'une équipe on a besoin de finition, c'est important, et que Ramos n'apporte pas cette finition-là pour moi. Et autant, quand t'avais un Cavani, quand t'avais un Ibra et tout, tu savais que les buts allaient s'enquiller. Un Ramos, je trouve que c'est moins flagrant. Donc oui, il faut l'entourer de joueurs qui sont plus compétents que ceux qu'on a actuellement. Donc le problème, c'est que il faut pas forcément recruter un joueur pour remplacer Mbappé. Il faut recruter un joueur pour faire la finition, parce qu'on n'en a pas.
c'est comme ça, même si avec le départ de Mbappé, ça va changer la dynamique et que sans doute d'autres joueurs vont se révéler. Rappelez-vous quand il y avait Ronaldo au Real Madrid, Ronaldo il enquillait les buts, Benzema il était un peu en arrière avec tout ça, et finalement quand Ronaldo est parti, Benzema a pris l'ascendant, et puis on sait ce qui est arrivé effectivement, hein, avec un Benzema, petite parenthèse, hein, qui a dit qu'il regrettait d'avoir quitté le Real Madrid, et oui, le bif le rapporte pas, enfin l'argent rapporte pas tout mon pote, ça suffit pas forcément à ton bonheur, hein. T'en avais déjà assez au Real Madrid, mais bon, tant pis, dommage pour toi, t'as fait les mauvais choix. Dembélé qui est bon, toujours Dembélé pied carré, il marque pas, mais au moins en fait il attire les joueurs. C'est important, il attire les défenseurs, ce qui permet de libérer de l'espace pour les autres joueurs, et du coup ça ouvre des opportunités, même si c'est pas directement à Dembélé, qui a quasiment mis aucun but cette saison, et de toute façon, je pense pas que... C'est triste pour un attaquant d'être aussi mauvais en finition, ça me dépasse un peu. C'est comme si t'avais un gardien qui était mauvais pour les interventions, voilà, pour les plongeons. C'est la même chose, ou un défenseur qui est pas doué pour défendre. C'est tellement aberrant, mais bon... Voilà, Dembélé pour moi, il faudrait plus le mettre en faux neuf, vous savez, parce que en attaque, je trouve qu'il a vraiment du mal dans ce rôle de finisseur. Bon, après, il dribble les défenses, comme j'ai dit, donc ça va, franchement, quand tu vois le niveau de certains défenseurs, de certains attaquants, pardon, quand tu vois le niveau 1, 2, 3 de certains attaquants, ça va. Marco Asensio, qui était un peu le mec sur qui je comptais, et qui finalement n'a quasiment pas été là, alors il a eu une blessure une fois, mais en fait derrière j'ai l'impression qu'il est jamais revenu véritablement. Jamais revenu véritablement, c'est un peu triste. Bon, est-ce qu'on doit vraiment parler du cas Kolo Muani ? Est-ce qu'on doit vraiment parler du cas Kolo Muani, qui a été plus ou moins... fantomatique, le mec on l'a payé entre 80 et 100 millions avec les primes là, finalement Kolo Muani il est remplaçant. Il est remplaçant, et puis il est remplaçant dans une équipe, on peut même pas dire qu'il est remplaçant parce que les autres joueurs ont brillé comme des fous, il est remplaçant parce qu'il a été nul à chier, et qu'on préfère maintenant foutre un Dembélé, parce qu'un Kolo Muani, bah c'était pas top quoi. C'est tout simple, Kolo Muani est la grosse déception de du recrutement de ce mercato. Clairement, il veut se refaire, il veut avoir une deuxième chance, on verra, peut-être qu'avec l'Euro, ça va lui permettre de décoller un peu, et encore, je pense qu'il a perdu sa place de titulaire à l'Euro. On verra bien, même s'il l'avait pas vraiment titulaire, mais il avait sa place dans le roulement, je sais pas s'il jouera beaucoup, parce que bah, il est en manque de rythme, et le peu de fois à la fin de la saison, quand Paris était dominant et gagnait, bah on l'a pas pris, on l'a pris, mais il marquait pas non plus, il faisait pas la différence, donc même les fois où il avait l'opportunité de se mettre en avant et de dire « Regarde, t'as une chance », il l'a pas saisi. Donc c'est un peu triste. Pour moi, il faut recruter partout, de toute façon, dans tous les secteurs, et l'attaque en fait partie, et c'est triste quand tu vois l'argent dépensé, parce que cette saison, entre Ramos, Dembélé, Kolo Muani, et je crois Asensio aussi, on parle de 180 millions dépensés, même plus, peut-être 200 millions. Quand tu vois le résultat, c'est triste, quoi. Après, t'as Barcola, qui est un peu le personnage qui fait du bien au club. Vraiment, il a été qualifié il a été sélectionné dans la liste pour l'Euro, et je trouve qu'il le mérite. On peut pas vraiment parler d'une foudre de guerre qui est incroyable, mais par rapport à ce que j'imaginais en début de saison quand on l'a recruté de l'OL, je me suis dit mais pourquoi on en a besoin, on a déjà ce qu'il faut. Et ben non, en fait Barcola il a montré ses qualités, il a vraiment grandi cette saison, et je suis content de l'avoir au Paris Saint-Germain, et j'espère qu'il va s'engager à long terme. Barcola avec des joueurs comme Zaïre Emery, Vitinha et tout, c'est des joueurs qu'il faut garder, c'est des joueurs qu'il faut choyer, parce que eux ils vont apporter une vraie plus-value dans les années à venir au Paris Saint-Germain. Mais au final avec tout ça, bah, j'ai été très critique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas au niveau des attentes qu'on a eues sur le terrain, et il va falloir y remédier, parce que si on veut la saison prochaine, sans Mbappé et peut-être sans d'autres joueurs qui pourraient partir, j'ai entendu parler d'Hakimi, bah, il va falloir faire en sorte de créer un nouveau cycle, hein. Les gens ils disent que ça c'était le début d'un nouveau cycle avec l'arrivée d'Enrique. Pour moi le nouveau cycle il commence que l'année prochaine, hein. Clairement avec tous les changements qu'il va y avoir au niveau des joueurs, il va y avoir un gros taf à faire, mais... Alors je suis pas confiant vraiment, parce que je trouve qu'il y a malheureusement beaucoup trop de secteurs où il faut recruter, et que j'ai un petit peu peur que Paris fasse des mauvais choix de recrutement, comme ça a été le cas cette année, Skriniar, Kolo Muani, enfin les années qui viennent là, donc, et Asensio. Donc j'espère que ça va s'arranger, le bilan est positif en termes de résultats, j'ai pas été aussi transcendé par les joueurs que certains ont pu dire, même si j'ai vraiment senti un esprit d'équipe. Et ça fait plaisir, en espérant que ça continue l'année prochaine. Allez, maintenant, donnez-moi votre avis sur ces joueurs-là en commentaire, hein. Puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement et partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!